à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Il est 19h15, c'est parfait puisque c'était l'horaire qui était prévu pour démarrer cette table ronde juste avant le dîner de gala. Donc voilà, nous sommes en quelque sorte votre apéritif pour passer une belle soirée. Le sujet est un sujet qui est baptisé la coopétition. Alors j'insiste volontairement puisqu'il y a deux O comme dans coopérative ou coopérer. Donc la coopétition, comment des concurrents peuvent-ils coopérer avec trois invités. Bernard Grech qui est à votre gauche, qui est le cofondateur et l'ancien président de l'AMEPI, qui est président honoraire du fichier AMEPI, ancien président d'Orpi également. Vous avez maintenant une agence immobilière à Toulon, première agence indépendante. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Emmanuel Vasquez. Bonsoir, Emmanuel Vasquez, qui est lui le directeur exécutif du fichier AMEPI, après une carrière dans l'immobilier de 30 ans, durant laquelle vous avez fait tous les métiers dans l'immobilier. Et donc, vous avez aujourd'hui la charge de développer ce fichier. Vous nous direz comment dans quelques instants. Et puis le troisième, last but not least, Olivier Krumbols, le local de l'étape, puisque nous avons un Toulonnais, un Orléanais et donc un Messin, Mosellan, sélectionneur de l'équipe nationale féminine de handball, avec au moins 10 médailles glanées dans les grands tournois internationaux. La plus importante, je pense que tu ne vas pas me contredire, Olivier, on se tutoie parce qu'on se connaît, donc on ne va pas faire semblant. 2021, les Jeux Olympiques, la médaille d'or, évidemment. Absolument. Voilà, c'est la plus belle des médailles, puisque la compétition a lieu tous les 4 ans et que c'est la plus difficile à conquérir. Championnat du monde 2003-2017, championnat d'Europe 2018 et puis plein d'autres médailles. Olivier Krumbols, qui nous fait le plaisir d'être donc notre grand témoin. Je vais déjà commencer par définir le fichier AMEPI. Alors vous allez me dire peut-être que beaucoup de gens savent de quoi il s'agit. Avant de passer la parole à Olivier et de rentrer dans la comparaison sport et immobilier, vous en êtes à l'origine, Bernard. Oui. Lors d'un voyage aux États-Unis, un road trip que vous avez fait avec un ami et néanmoins concurrent. C'est important aussi de rappeler cette position que vous aviez tous les deux avec votre ami concurrent. Nous étions, alors on était très officiellement quasiment des adversaires, puisqu'il s'agissait du président de Century 21, qui à l'époque était Hervé Bléry, et que l'on va voir la semaine prochaine, puisqu'on a le plaisir d'avoir conservé un contact étroit. Et à nous deux, tout le monde croyait que Orpi et Century, dans les années 90, c'était la guerre. Même on se traitait de nains jaunes. Officiellement, on semblait être en opposition, mais on se nourrissait chacun de nos expériences et on partageait les points forts, les points faibles, l'analyse du marché, ce que nous pourrions faire en commun, notamment puisque Century a quand même une origine américaine très puissante et qu'aux États-Unis, la notion de fichier commun est historique. Ça date depuis 1965, ça s'appelle Multiple Listing Service et on a décidé ensemble que nous allions mener une action pour y arriver. Donc vous l'avez importé dans les années combien ? 80, 92 ? Non, on l'a découvert en 86 et comme en France, il a fallu un peu de temps pour évangéliser les agents immobiliers qui voyaient dans leurs confrères plutôt un adversaire et pas un confrère. Il nous a fallu 15 ans pour passer de la volonté à la réalisation. C'est en 2004, avec Hervé, nous avons fondé le FFIP qui est devenu ensuite l'AMEPI. Donc l'évangélisation prend du temps. 2004, aujourd'hui 2023, 19 ans, le fichier à 4000 adhérents. Oui. C'est le terme qu'il faut utiliser. Emmanuel Vasquez, ça veut dire qu'il reste encore de l'évangélisation possible. La marge de progression, comme dirait un entraîneur de sport collectif quand il parle de quelqu'un qui a fait un match mais pas beaucoup de talent. Moi j'ai toujours beaucoup aimé, parce que je suis un journaliste sportif, l'entraîneur vous dit oui, il a une marge de progression importante. Autrement dit, ça veut dire qu'il a été pas très bon et qu'il a encore beaucoup de travail. Ça reste positif. Voilà, ça reste positif, mais il y a quand même des perspectives d'amélioration. Il reste encore beaucoup de boulot. Ah oui, le chemin est très long et il faut le parcourir avec des bottes de 7 lieues en ce moment. Mais effectivement, le chemin est très long parce que quand vous êtes en train de dire qu'il y a 4000 adhérents dans notre association, on compte à peu près 25 000 cartes professionnelles
dénombrés à la CCI, ce qui fait qu'on est à peu près à 12-13% de personnes qui partagent leurs biens en exclusivité. Alors votre voisin a parlé de sa concurrence, mais de son amitié aussi avec le président Très forte amitié, d'un autre réseau. En fait, ce fichier AMEPI, pour qu'on comprenne bien son utilité, vous parlez de concurrence, il faut faire comprendre aux agents qu'en fait, le concurrent, ce n'est pas l'agent voisin, mais c'est un autre personnage, une autre personne, le particulier. Oui, parce que moi, j'ai toujours appris ça. Vous avez parlé de mes 30 ans d'immobilier. On m'a toujours dit, bah voilà, tu as des confrères qui sont à côté, que vous travaillez ensemble ou pas, mais ton concurrent principal, c'est le particulier. C'est celui qui, pour l'instant, n'a pas encore identifié qu'il était nécessaire d'avoir recours au service d'un professionnel qui puisse l'accompagner tant sur des domaines juridiques, commerciaux, financiers, pour pouvoir lui faire la bonne affaire. Et ça, effectivement, il y a encore du boulot. Et vous aviez déjà senti ça quand vous aviez votre propre agence, vous aviez monté un fichier partagé localement. Donc vous êtes une sorte de pionnier aussi dans votre zone géographique. Oui, je vais livrer un petit secret parce qu'il a parlé d'une deuxième personne, Hervé Bléry. Je sors de la cuisse d'Hervé Bléry. Donc effectivement, automatiquement, j'étais déjà séduit par l'idée et acquis à la cause. Olivier Krumbolz, quand vous entendez ces professionnels de l'immobilier parler donc de cette fameuse coopétition ici illustrée par le fichier AMEPI, donc fichier de mandat exclusif partagé, vous la vivez au quotidien, cette coopétition, puisque votre mission, c'est à partir de joueuses concurrentes la plupart du temps, sauf quand elles sont dans la même équipe, ce qui peut arriver parfois à Metz Handball, puisque parfois elles sont toutes dans la même équipe, mais de joueuses concurrentes, d'en faire des coéquipières pour aller chercher le meilleur, donc le titre olympique, mondial ou européen. Oui, ça c'est la caractéristique du sport co, du sport collectif maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en sport collectif, vous avez des enjeux collectifs et vous avez des enjeux individuels. Et bien évident qu'on fait du sport co pour gagner des matchs et on gagne ensemble, mais il y a aussi des enjeux qui sont très personnels, comme de faire des bons matchs, parce que si on fait des bons matchs, eh bien, on se vendra mieux, et pour pouvoir faire des bons matchs, il faut être sur le terrain. Dans une équipe de sport co, vous avez à peu près, une équipe de handball, vous avez à peu près la moitié des athlètes qui sont sur le terrain et l'autre moitié qui sont sur la touche. Et évidemment, les athlètes de sport co, déjà parce qu'ils adorent jouer, ils détestent être sur le bord du terrain. Mais ceci dit, ils ont besoin aussi de collaborer. Ils ont besoin de collaborer à l'intérieur de l'équipe et ils ont besoin de collaborer sur les postes. C'est-à-dire que les athlètes sont en concurrence avec d'autres athlètes sur le poste où elles jouent. Et elles cherchent à être un maximum sur le terrain. Mais ceci dit, comme elles ne peuvent pas être tout le temps sur le terrain et que ce qui prime, c'est l'enjeu collectif, elles ont besoin aussi que celle qui va les remplacer soit performante quand elles jouent sur le terrain. Et il y a en général, on va dire 99 fois sur 100, une grande collaboration entre les joueuses. Et d'ailleurs, si vous regardez, la prochaine fois que vous regardez un match de handball à la télé, vous regarderez ce qui se passe au niveau du temps mort. Quand il y a un temps mort, eh bien, se réunissent celles qui étaient sur le banc de touche et celles qui étaient sur le terrain. Et celle qui vient du banc de touche apporte la bouteille d'eau à celle qui était sur le terrain. Donc c'est très symbolique. Là où c'est très fort aussi... C'est chez les gardiennes. Alors, ouais. J'y viens. Les gardiennes de but, c'est un métier particulier. Vous savez, dans le handball, il y a des postes très différents. Jouer dans les buts, c'est pas pareil que jouer pivot. Le pivot, il joue dos au but, alors que les autres, ils sont face au but. Il y a 3-4 postes, mais c'est vrai que le poste le plus particulier et le plus important, c'est le poste de gardien de but. Ils ont des façons de s'entraîner particulières. Ils ont un travail vidéo à faire ensemble qui est très important. Et il y a en général une très grande collaboration, une très grande intimité avec les gardiens de but. Ceci dit, une fois dans ma carrière, j'ai eu 2 gardiennes de but qui ne s'entendaient pas et qui se détestaient. Et on les a gardées 4 ans. Et non seulement vous les avez gardées, mais vous avez décroché un titre de champion du monde. À ce moment-là, on a décroché un titre de champion du monde, effectivement. Mais ça a été un moment difficile qui a été géré par l'ensemble du collectif, où à un moment donné, les règles qu'on a mis en place ont permis de gérer cette inimitié. Et quand on parle de coopérer ensemble, eh bien, ces joueuses qui jouent en équipe de France
ne faut pas oublier que 3 semaines ou 4 semaines après, elles se rencontrent dans le championnat de France. Alors, dans le handball féminin, les 2 meilleurs pour l'instant, c'est Metz et Brest. Mais quand Metz et Brest se rencontrent, eh bien, elles tentent de battre des filles qui sont leurs partenaires en équipe de France. Alors j'en profite puisque tu es avec nous et merci encore de participer à cette table ronde. On va aller un tout petit peu plus loin sur le poste de gardien. C'est vrai que puisque tu en parles et on a un peu préparé, tu m'avais évoqué ça, moi je l'ai remarqué, ça n'est pas fin cette cohésion, cette solidarité, ça n'est pas avec un petit côté je vais te piquer ta place, c'est vraiment une solidarité par exemple des gardiennes. C'est vrai que c'est très fort, elles se parlent, elles se donnent des conseils, même des fois pendant le match quand l'action se passe de l'autre côté, on voit même parfois la titulaire venir avoir des conseils de la remplaçante. Oui, parce que c'est une solidarité qui n'est pas feinte. Elles ne sont pas du tout dans la même position. La gardienne qui est dans les buts et qui essaye d'arrêter le ballon, des fois, elle ne voit même pas où est passée la balle. Et c'est pour ça que quand elle revient vers le banc de touche, en général, son partenaire qui n'était pas sur le terrain a une autre vision de l'action. Mais c'est surtout qu'il y a une très grande solidarité entre elles parce qu'elles font ce qui est le plus difficile. Jouer dans les buts, ça fait très mal. Je peux vous assurer que quand vous prenez un ballon, même sur le bras d'une grande puissance, ça fait mal au bras. Et je ne vous parle pas quand vous prenez un ballon dans le visage. Et il y a toute une fraternité, enfin une sororité, on va dire, chez moi. Il y a toute une sororité qui existe entre ces femmes qui jouent dans les buts et qui ont le rôle le plus difficile, mais aussi le plus important et très technique, qui demande énormément de travail. Comment on gère justement un conflit, une coopération, une coopétition entre ces 2 filles que tu as évoquées, les 2 gardiennes qui ne s'entendaient pas? Parce que tu nous as dit ça dans une phrase, ça a l'air tout simple, mais ça a duré quand même 4 ans. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne pollue pas le groupe? Alors, le conflit génère de l'énergie aussi. Il faut le savoir. Vous avez 3 niveaux. Vous avez les tensions, vous avez les conflits, et puis vous avez la crise. Nous, on s'est battus pendant 4 ans pour ne pas tomber dans la situation de crise. C'était très compliqué parce que celle qui posait le plus de problèmes était la meilleure. Bon, c'était ce qu'on appelle dans le sport une diva, quelqu'un qui a du talent mais qui est quand même assez particulier et qui peut être assez souvent pénible à vivre, sauf que c'était la meilleure joueuse de l'équipe. Et la deuxième gardienne de but, elle était totalement exemplaire et elle avait tout le groupe avec elle. Et c'est grâce au groupe qu'elle a réussi à tenir. Parce que toute seule face à la superstar, ça aurait été difficile. Alors moi, j'aurais très bien pu faire quelque chose de très simple, c'est d'éliminer la deuxième. Mais c'est pas dans mes valeurs. C'est pas dans mes valeurs, bien au contraire. J'ai essayé de la soutenir parce qu'il y avait un côté injuste pour elle. Et l'histoire a bien fini. Parce que la star s'est blessée aux Jeux Olympiques à Athènes, dans le quart de finale. Elle s'est fait une rupture des ligaments croisés. Et notre deuxième gardienne est rentrée. Et l'énergie que l'équipe a mis pour la protéger, parce que c'était un combat de juste, a fait qu'elle a fait une partie exceptionnelle et qu'on a gagné ce quart de finale. Et en fait, on est arrivé au bout du bout, on est arrivé au bout de la boucle dans cet affrontement entre les deux, parce que quand même toutes les deux tiraient de l'énergie de ce conflit. Ce mot de coopétition est un mot quand même relativement récent. Est-ce que tu en avais conscience avant qu'on en parle de cette relative entente en équipe de France et concurrence Mais c'est la base. C'est la base de ce que l'on fait. On peut citer l'exemple aussi des clubs. Les clubs s'opposent tout au long de l'année, mais ils ont besoin d'être soudés ensemble parce qu'on sait que tous les sports sont en concurrence et que le handball, c'est une famille qui développe des projets, c'est une famille qui défend des idées, c'est une famille qui développe son image, et on a besoin que les clubs collaborent ensemble. Ils peuvent s'opposer, des fois c'est très tendu sur le terrain, ça peut être un peu tendu sur les bancs de touche, mais il n'en demeure pas moins qu'on fait partie de la même maison, de la même famille, et qu'on a absolument besoin de développer notre autre sport, parce qu'on est en concurrence, on a besoin d'offrir le plus beau spectacle pour pouvoir avoir des droits télé, etc., etc. Encore un mot, et Bernard, je vous passe la main.
si on peut se permettre, on pousse la porte du vestiaire. Est-ce qu'une Brestoise en équipe de France s'entend bien avec une Messine ou comment tu fais quand il y a des matchs qui viennent d'avoir lieu ou qui vont avoir lieu, que les filles savent qu'elles vont se retrouver ou qu'il y a peut-être un antécédent parce que ça, les sportifs de haut niveau ont la mémoire très longue et très dure parfois. Oui, on fait plein de choses. On fait aussi, nous, par moment du team building, on fait des activités qui n'ont rien à voir avec le handball. On fait des randonnées. La randonnée en team building, c'est exceptionnel. Pour peu que vous dormiez ensemble dans un refuge, je vous le conseille vivement. Mais on essaye aussi, surtout, de les amener à développer l'empathie, parce que c'est souvent des incompréhensions. Et quand on développe l'empathie, en général, pas systématiquement, mais ça permet d'arriver aussi sur des formes de bienveillance. C'est-à-dire comment aussi, dans un groupe de sport collectif, on peut affirmer son autorité tout en étant bienveillante. Bernard Grech, quelques remarques sur ce que vient de dire Olivier Krumbolz et les parallèles que vous pouvez tracer. On comprend pourquoi l'équipe de France féminine a gagné. Pour qu'il y ait compétition, il y a deux conditions de mon point de vue. Et là, dans le sport, on le retrouve comme dans nos partenariats, on va dire, dans l'immobilier, dans le partage de fichiers notamment. D'abord, il faut qu'il y ait un intérêt supérieur. C'est ce qui doit unir tout le monde. S'il n'y a pas cet intérêt supérieur reconnu, ça ne va pas marcher, ça va faire des individualités, ça va partir dans tous les sens. Bon. L'équipe de France est un intérêt supérieur, les Jeux Olympiques sont un intérêt supérieur à la vie courante des clubs. Mais la vie courante des clubs est importante aussi. Mais il y a ça en tête. Et deuxièmement, ça c'est pour Olivier, il faut une autorité, une valeur, un coaching, un management reconnu, une autorité reconnue pour le mener. C'est-à-dire, en l'occurrence, une sorte de figure. C'est un emblème. Ouais, un emblème. Il faut cet emblème-là qui va permettre notamment de faire les arbitrages. Parce qu'entre deux gardiennes de but, il y en a une qui peut dire « tu m'emmerdes », mais elle sait que si elle dit « tu m'emmerdes », même si c'est la star, l'autorité va la prendre et va la mettre dehors quoi qu'il en coûte. Là, je ne fais pas du Macron, que le quoi qu'il en coûte, c'est pas le même. Hein. Voilà. Donc il y a ces deux conditions qui sont là. Et pour faire le parallèle, parce que nous avons un parallèle à faire, c'est l'intérêt supérieur en ce qui concerne l'immobilier, c'est ce que nous avons à gagner quand on est ensemble par rapport à ce que l'on ne va pas, notamment le partage d'informations dans des règles, et l'autorité, alors en tout cas dans le fichier AMEPI c'est là, c'est-à-dire que cette autorité, c'est la réunion de toutes les organisations commerciales ou syndicales du pays. Donc là, moralement, c'est irréprochable. Et puis, l'intérêt supérieur, c'est que chacun, en rentrant dans ce système, va trouver une solution qui lui convient. Alors vous faites tous les deux, Bernard et puis Emmanuel, des parallèles aussi avec le sport, puisque c'est évidemment une table ronde assez sportive. Vous faites le parallèle avec la Formule 1, oui. Où en Formule 1, il n'y a plus qu'un seul équipementier, oui. Mais il y a quand même une compétition. C'est exactement. Alors si on fait un parallèle, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que les Formule 1 ont toutes des Pirelli et ils ont les mêmes pneus. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'outil. Alors si on pense que le fichier commun est un outil et que c'est Pirelli, il faut avoir tous les professionnels doivent ou peuvent disposer du même outil de travail. Après, il y en a un qui finira premier, un qui finira dernier. C'est donc cette vision d'amélioration collective. On parlait le côté sportif, le meilleur entraînement pour chacun. Une fois qu'on a compris qu'il y a une méthode commerciale qui l'emporte sur les autres, que tous les agents immobiliers en transaction l'appliquent et ne s'égarent pas chacun avec sa petite méthode dans son coin. Les entraînements sont obligatoires et il faut arriver à ce que l'autorité supérieure impose ça à chacun de ses adhérents personnels. Emmanuel, c'est ce qu'avait un peu de mal à faire l'ancien entraîneur d'un club de la capitale de football. Alors, ils ont gagné hier, donc votre démonstration ne tient pas tout à fait, mais nous n'en sommes qu'aux phases de poule. On en reparlera au printemps, c'est-à-dire que voilà, il y a une addition d'individualité qui ne fait pas foi en matière collective. Oui, mais je reviens plutôt sur l'aspect
L'aspect concurrence, quoi. Finalement, moi, aujourd'hui, je trouve que... Concurrence interne dans l'équipe ou concurrence dans le championnat? Concurrence dans la profession, j'ai envie de dire. Cette concurrence dans la profession, elle est fondamentale. Et on le voit, la profession, il faut quand même voir les choses positivement, a progressé ces dernières années, mais de façon incroyable. On parle en fait de partager ces mandats exclusifs. Bernard est bien placé pour en parler. Quand ils ont créé le fichier partagé, le nombre d'exclusivités, et quand on parlait des fois à un agent immobilier d'exclusivité, il disait « Oh là là, non, surtout pas, quoi, je ne veux pas m'engager ». Alors qu'aujourd'hui, ça y est, les agents immobiliers ont compris que c'était un outil serviciel pour le client. Donc aujourd'hui, en fait, ils arrivent à se retrouver, partager et développer le mandat exclusif, et c'est ça qui est important. Maintenant, par contre, leur faire partager l'ensemble des mandats, c'est autre chose. C'est autre chose, et là... Il y a encore du travail. Il y a du boulot. Ouais. La concurrence, en fait, d'après ce que vous me dites, élève le niveau. Pour faire le parallèle avec notre voisin. Et d'ailleurs, c'est un des premiers points que je dis souvent quand je rencontre un agent immobilier qui a un doute. Je lui dis, mais ne serait-ce qu'à ton niveau en tant que chef d'entreprise, c'est un outil de veille concurrentielle qui est extraordinaire. De partager avec les autres, de voir ce qu'ils font, de voir comment ils évoluent, de voir quel est leur niveau sur le marché. Dans le domaine du sport, on voit bien, en fait, souvent le premier, il regarde toujours un petit peu derrière pour savoir qui est là, voir éventuellement il regarde qui il a devant, pour voir éventuellement pour le copier. Donc le fichier Amepi est un des seuls outils qui permet à un professionnel aujourd'hui en France de pouvoir avoir une veille concurrentielle de qualité. Bernard. Oui, c'est en plus un benchmark permanent, ne serait-ce qu'échanger des informations sur l'état du marché particulier, parce qu'on parle du marché immobilier français qui n'existe pas. C'est une mosaïque de centaines, voire de milliers ou de dizaines de milliers de petits marchés. Et quand plusieurs confrères qui travaillent sur ce micro-marché échangent, ils vont percevoir des informations pour savoir comment ils vont se situer par rapport à leurs concurrents ou compétiteurs. Olivier, sur la concurrence, et tout à l'heure tu nous as parlé de l'équipe, mais on était déjà dans l'équipe de France quand tu nous parlais des postes doublés, des joueuses qui étaient en concurrence. Mais évidemment, il y a l'étape avant, l'étape où tu fais le Tour de France, tu regardes les matchs. Et là, est-ce que déjà les filles sont en concurrence, le savent, pour se montrer justement, pour ne pas être sur le banc de touche, mais être sur le terrain et se dire, bon déjà, j'ai passé une étape, je suis visible, l'étape d'après, c'est d'aller en équipe de France. Oui, mais ça, c'est le sport de haut niveau. Hein. C'est franchir des étapes depuis l'âge de 12-13 ans. Et quoi qu'il en soit, toutes les handballeuses professionnelles rêvent de jouer en équipe de France. Alors, encore plus cette année, puisque qui ne rêverait pas de faire les Jeux Olympiques dans son pays, dans sa capitale, à Paris. Et il y a cette forme de concurrence. Mais de toute façon, l'idée, c'est de progresser. L'idée, c'est de progresser. On cesse d'être bon quand on renonce à être meilleur. Et elles sont conscientes que cette concurrence existe et que de toute façon, ce n'est pas en faisant des croche-pieds aux autres joueuses qu'elles vont y arriver. Mais ce qui est très important après, ensuite, c'est que l'objectif commun fédère, comme vous avez dit. Il faut fédérer tout le monde autour de deux choses essentielles. C'est l'objectif et l'objectif commun. Et puis, même si tout le monde le dit, mais il faut le redire encore une fois, c'est les valeurs. C'est le partage des valeurs qui va permettre d'avoir un groupe constitué qui est solide. C'est les joueuses qui mettent les valeurs en danger, qui se mettent en danger dans le groupe. C'est les valeurs communes qui vont permettre de solidifier un groupe qui avance vers un objectif, qui est fédéré vers un objectif. Ça va parler sans doute à Emmanuel, ça veut dire qu'il y a une grosse période de communication où tu répètes, tu rappelles l'objectif et les valeurs avec les filles pour faire ce ciment, les souder. On ne le répète pas tant que ça parce que c'est un petit peu... D'abord, c'est une marque de fabrique. Ça fait partie de certains sports, comme le handball, mais comme d'autres. Malheureusement, quand il commence à y avoir trop d'argent, on n'arrive plus à reproduire ces valeurs, hein, il faut le dire. Je pense que le sport et l'argent, ça fait très mauvais ménage. Et quand il y a trop d'argent, ça devient catastrophique. On a cité l'exemple d'un club de foot qui achète 3 joueurs à 300 millions chacun. Et il n'a toujours pas gagné avec des champions. Et on n'est toujours pas à un résultat à 900 millions, hein, loin de là. Hein. Oui. Donc, elles ont l'habitude de la concurrence, mais c'est vrai aussi que mon métier, c'est de faire la meilleure équipe
possible, ce n'est pas forcément de sélectionner les meilleures joueuses possibles. Donc, Ça m'arrive, pas si souvent que ça, parce que ça m'arrive de ne pas sélectionner certaines joueuses parce que elles ont un ego surdimensionné, parce qu'elles ont tendance à être individualistes, à ne pas respecter les règles de vie. Et donc, on n'arrivera pas à avoir la cohésion nécessaire, puisqu'en sport co, eh bien, comme on l'a dit, des fois, on additionne les qualités, des fois, on n'arrive à même pas additionner les qualités, et puis des fois, on arrive à faire une espèce de multiplication. Est-ce qu'il y a des cas, sans les citer, mais de fois où il y a des éjections en cours parce qu'il y a une erreur de casting, où la joueuse a un peu triché et puis elle s'est révélée un peu différente? On va pas dire les noms, mais j'en ai connu 2-3 qui étaient quand même complètement givrés, oui. Et qui étaient incapables de faire du sport collectif. Je vais faire le journaliste, je vais demander les noms quand même. Non, je plaisante. Donc, quand à un moment donné, alors maintenant, on ne va plus jamais manger au self, mais quand on va manger au self et qu'il y en a une qui passe devant les autres, on ne peut pas faire du sport co avec ce type de personnes, c'est pas possible. Donc ça veut dire que tu regardes de tout. On regarde tout, oui. Tout ce que tu peux Alors, voir. tout le monde regarde tout. On vit. Pas seulement le sport. Bien sûr, on vit ensemble et on pense que. On essaye de développer une force collective. Et elles y croient très très fort. C'est pour ça que le plus exceptionnel dans le sport, c'est de battre un adversaire qui est plus fort que soi. Parce qu'il n'y a pas de côté très aléatoire dans le handball en général. Une équipe qui a un fort potentiel et qui a un potentiel supérieur au vôtre, c'est très difficile de le battre. C'est pas comme au fameux sport dont on a parlé, où on tape dans le ballon, ça va en lucarne, on a été dominé 90 minutes, mais on gagne quand même 1-0. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Voilà, ça c'est un petit message pour les Messins à Lens. Par moment, il y a quand même une force collective qui fait qu'on est costaud dans la bagarre. C'est un sport où il y a beaucoup d'agressivité et on arrive à se sublimer grâce à cette force collective. Et quand une joueuse met cette force collective en danger, eh bien, par moment, il faut la sortir du groupe. Nous avons exactement Bernard. la même problématique localement au niveau d'une association. Nos valeurs, ça s'appelle la déontologie. Il y a une déontologie. C'est peut-être un peu plus formel, c'est écrit dans des textes quelquefois, mais pas toujours. Et deuxièmement, il faut en mettre aussi sur la touche. Ceux qui ne jouent pas le jeu, qui se mettent... Ça vous arrive? Oui. Oui, il y a des institutions qui sont là pour faire, alors le terme, excusez-moi, c'est la police, c'est éviter que certains individus qui sont professionnels de l'immobilier tirent de façon non correcte la couverture à eux, qui commettent des actes qui ne sont pas conformes à notre déontologie. C'est un parallèle total avec ce qui peut se passer dans une équipe où nous devons avoir, je ne vais pas dire un minimum, mais un maximum de valeurs en commun. Emmanuel Vasquez, vous êtes l'Olivier Krumbolz en fait du fichier Amepi, vous êtes le sélectionneur. Wow. Qu'est-ce qui freine, contrairement à Olivier qui visiblement lui a un charisme et quand les filles ne sont pas prises, elles sont très fâchées. Vous, il faut que vous fassiez preuve de persuasion pour que l'objectif au-dessus soit bien identifié par des individus, des individualités. Alors c'est très gênant d'être comparé à une personne qui amène une équipe championne olympique. Ça, c'est difficile. Mon travail, j'ai envie de dire, il est quand même plus simple. Pourquoi ? Parce que une grande partie de la profession, je pense, voit l'intérêt. J'ai croisé quelques personnes, là d'ailleurs, sur les stands, qui ne sont pas forcément adhérents au fichier Amepi, qui en ont entendu parler, et puis voilà, qui commencent à s'y intéresser, qui posent des questions. En fait, ce sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. C'est en quoi, comme disait Bernard tout à l'heure, ça va apporter une véritable valeur ajoutée à mon entreprise. Est-ce que cet outil, ce fichier Amepi, va être une valeur ajoutée pour mon client final ? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le client final. Cet outil fichier Amepi, il est au service, certes, de l'agence immobilière, mais pour le client final. Et ça, en fait, la mémoire collective, en ce moment, est en train d'évoluer. Il faut rassurer, il faut communiquer, il faut encourager. Il faut savoir faire mettre de temps en temps les égos de côté, ça existe, et tant mieux. Les égos, ça fait partie aussi des gens qui ont de la force, de la qualité, qui sont engagés, mais il faut savoir de temps en temps les apaiser, faire en sorte que l'humilité reprenne l'ascendant et que les valeurs soient tenues pour que l'on puisse avancer. Donc je suis très optimiste et très, très objectif parce que ce rassemblement de professionnels sous une profession, ils prennent conscience que sur des marchés qui sont difficiles, c'est là pour les soutenir.
c'est de travailler ensemble. Il y a des grandes phrases qui existent, je ne vais pas les reciter, mais de travailler ensemble, ça me permet de me soutenir, ça me permet de m'accompagner, de me redonner de l'énergie quand les moments ne sont pas simples. Et puis quand un marché est très positif, ça me permet de booster mon activité. Donc c'est bon dans les deux sens, que ce soit sur des marchés difficiles ou positifs, c'est bon dans les deux sens. Olivier Krumbolch, t'es vu acquiescer quand il était question d'ego, de mettre de côté. Tu nous as parlé de tes missions, de présenter les valeurs, évidemment de regarder un peu les filles. Mais est-ce que le groupe lui-même aussi s'auto-régule dans cette situation? Bien sûr. Alors il s'auto-régule. Nous, on a aussi un préparateur mental qui est là pour les accompagner dans cette autorégulation. Mais, et le staff joue un rôle. Ce qui est difficile, ce n'est pas de gérer les égos, c'est de gérer les égotistes. C'est-à-dire celles qui ont un ego qui est un petit peu surdimensionné. Et je reviens sur ce que vous avez dit. En fait, les égotistes sont extrêmement angoissés. Ils sont angoissés parce qu'ils ne supportent pas l'échec. Et ils ne supportent pas ni l'échec collectif, ni l'échec personnel. Et quand ils sont en échec, ils vont aller chercher systématiquement des causalités externes. Ils n'ont pas de remise en cause. C'est là qu'ils sont dangereux. Parce que dans le sport, on se sert des victoires, mais on se sert aussi des défaites. Victoire et défaite sont deux menteurs qu'il faut savoir accueillir d'un même front. Quand vous avez compris ça, je vais noter. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que coacher, c'est se servir de tout ce qu'il y a sur votre chemin, toutes les personnes. De toute façon, tout seul, on ne réussit rien. Et ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui sont plus forts que les autres, c'est ceux qui arrivent à entraîner les autres et à exploiter quelque part les autres. Moi, je ne joue plus sur le terrain, je ne marque plus de but, je ne défends plus sur le terrain depuis bien longtemps, et j'ai besoin d'un bras armé pour réaliser les objectifs de l'équipe, mais aussi mes objectifs personnels. Et les égotistes sont dangereux par rapport à ça, mais je crois qu'effectivement, ils sont très angoissés, et ils ont besoin, par moment, d'être rassurés pour pouvoir être un peu plus zen dans les moments difficiles. Donc Emmanuel, voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, entre guillemets, rassurer ceux qui sont un peu sceptiques. Je ne parle pas d'égotistes chez les agents immobiliers, bien évidemment, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, rassurer et donner des exemples aussi de réussite et de succès. Je suppose qu'avec les chiffres qui sont les vôtres, vous avez des exemples pour comparer des adhérents à ceux qui ne sont pas adhérents en termes de chiffre d'affaires ou de ventes réussies. Oui, l'année dernière, et on a réactualisé les chiffres cette année, il s'est avéré qu'une agence adhérente au fichier Amepi, alors ça s'est appuyé en fait sur une base, 5 réseaux ont eu la gentillesse de nous livrer et la transparence de nous livrer tout un nombre de chiffres. Et en fait, en regardant sur leurs différents réseaux, les adhérents et non adhérents, il y avait à peu près 7,5 mandats exclusif rentré en plus par une agence qui était adhérente, et il y avait un chiffre d'affaires additionnel qui était de 47 000 € supplémentaires pour les adhérents par rapport aux non-adhérents. Les fameuses data qui sont très utilisées maintenant dans le sport. Nous sommes presque arrivés au terme de cette table ronde. Les atouts, pour finir, du fichier Amepi, s'il faut évangéliser, comme le disait le président honoraire. Il y en a 5 majeurs, en fait, et toute mon équipe... C'est pas assez pour faire une équipe de handball. Il en manque 2. Oui, Bon, c'est déjà bien, ça. 5 mais en fait, une équipe de 20 personnes, donc on se rapproche un peu, une équipe de 20 personnes qui travaillent au quotidien et qui prêchent sur 5 points majeurs. Je disais, en fait, c'est un outil, c'est une veille concurrentielle qui est extraordinaire. Le deuxième point, c'est un outil de prise de parts de marché, et quel chef d'entreprise qui ne veut pas prendre des parts de marché. C'est un outil également qui est là pour développer la possibilité de prendre des mandats exclusifs. Puis il y a 2 choses aussi qui sont fondamentales, c'est que c'est une façon de fidéliser sa clientèle. On parlait du client final. C'est facilitant, c'est un parcours facilitant pour le client quand une agence est adhérente au fichier Amepi. Mais il y a une personne que je ne voudrais pas oublier, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Le moteur d'une agence immobilière, c'est l'équipe. Et en fait, sur des marchés qui sont difficiles, les équipes, on se rend compte qu'il peut y avoir du turnover. Quand j'ai un outil comme le fichier Amepi qui me donne une vision du marché, une connaissance du marché, un accélérateur de réussite, des possibilités de vente supplémentaires, c'est un outil de recrutement, puis c'est un outil de fidélisation. Avant de conclure avec Olivier, Bernard, le fichier Amepi, c'est un peu votre bébé, et c'est un peu la même question que je vais poser à Olivier. Vous l'avez vu grandir, vous êtes fier de ce que vous avez construit avec justement toutes ces valeurs que vous avez mises à l'intérieur de cet outil. Alors fier, oui, c'est très satisfait de la façon dont il a évolué, mais je suis surpris et déçu quelque part que l'intégralité de la profession n'en fasse pas partie.
On a oublié de dire que ça coûte 3 francs 6 sous pour faire 47 000 balles de plus. Donc, quelqu'un qui sait compter bêtement, en moyenne, dit « je mets 1000 balles par an et je vais en prendre 46 ». Bon. Tout agent immobilier raisonnable doit se dire « la liste des avantages, c'est ça, la liste des inconvénients, j'en vois pas beaucoup ». Donc, ma frustration, c'est qu'on ne soit pas 8 000 ou 9 000 ou 10 000. Parce que plus nous serons nombreux, plus le système sera efficace et plus l'ensemble sera puissant. Donc c'est le seul message. Oui, très heureux d'avoir pu évangéliser quand même pas mal les agents immobiliers français qui sont passés d'adversaires à compétiteurs, c'est bien. Maintenant, il faut en faire des confrères qui tous se disent c'est notre outil, garanti par la profession, appartenant à la profession, c'est quand même pas mal. Donc on est maître de notre outil, hors de toute espèce de solution marchande, d'OPA ou autre. Je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas davantage. Et ce n'est pas les efforts que nous manifestons pour le faire. Si on pense à Cédric, on a tous mouillé la chemise, le maillot pour y arriver. Il y a encore cette petite frustration, mais je suis certain qu'on va y arriver. Merci. Olivier Crombols, fierté d'avoir porté cette famille du handball féminin au sommet. Mais comme tu le disais, alors je vais le remettre dans le bon sens. On n'est pas bon quand on renonce à être meilleur. On cesse d'être bon quand on renonce à être meilleur. Pardon, voilà, on cesse d'être bon quand on renonce à être meilleur. Voilà, il y a cette fierté, mais c'est toujours ce sport de haut niveau, c'est d'aller voir plus loin et d'aller voir plus haut. On est toujours challengé. Le premier, c'est le coach, hein, puisque vous savez que le fusible aujourd'hui dans le sport de haut niveau, c'est le coach. C'est-à-dire que quand une équipe perd, on vire celui qui n'a pas joué. C'est assez paradoxal. Mais... Pardon, on peut le rappeler aussi, le coach. On peut le rappeler aussi. N'est-ce pas ? Non, mais je pense que quoi qu'il en soit, il faut absolument développer cette force collective. Pour nous, par rapport aux Jeux Olympiques de Paris, et pour finir sur cette compétition si importante pour tout le monde, il va déjà falloir qu'on développe beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de compétences émotionnelles, parce que c'est un événement très particulier. Et cette capacité à accepter ses émotions, à les ressentir, ça va être quelque chose d'important. Et ensuite, il va falloir qu'on soit capable de faire preuve d'audace. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi de mon métier. Je suis prêt à prendre des risques, parce que c'est vrai que dans le handball féminin, on a une équipe qui, depuis 2-3 ans, domine, peut-être un peu plus forte que nous, qui est la Norvège. Donc il va falloir battre ces Norvégiennes si elles sont sur notre route et inverser un petit peu le rapport de force, mais avec des stratégies choisies. On est des latins, on aime les risques, on est malin sur le terrain, on saura se battre, mais on saura aussi développer des stratégies audacieuses. En parlant de la Norvège, c'est une prochaine échéance, les pays nordiques, puisque le championnat du monde a lieu dans plusieurs pays nordiques, donc en décembre. En décembre, Norvège, Danemark, Suède. Donc, ce qui va favoriser, bien sûr, ces 3 équipes qui font partie des 5 meilleures nations et qu'on retrouvera à un moment ou pour un autre, même si ce mondial, il est une étape vers Paris. On aimerait bien y figurer, avoir progressé, avoir montré à nos adversaires qu'on est dangereux et qu'on est en train de monter en charge vers Paris. Alors, on espère un bon résultat, mais pas forcément gagné. Merci en tous les cas à tous les 3. Je crois qu'on peut remercier chaleureusement nos 3 intervenants. Merci. Olivier Crombols, Bernard Grech et Emmanuel Vasquez. Merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques instants à l'étage pour le dîner de gala. Voilà, merci. Et puis surtout, soyez à l'heure pour demain matin.